Après l'affaire Mera, la question de l'armement des policiers municipaux se repose. Les contrôleurs aériens en grève, près de 30% des vols annulés. L'assemblage du premier A350 débute cette semaine. Les policiers municipaux en colère aujourd'hui place du Capitole, ils ont symboliquement posé l'étui vide de leurs armes. Depuis la fin du plan Écarlate lié à l'affaire Mera, les agents de la ville, comme auparavant, ont uniquement droit d'être armés la nuit. Ils sont contre, ils ne veulent pas être considérés comme des sous-policiers. On a l'impression d'être un petit peu plus les moutons que l'on envoie un peu à l'abattoir, quoi. On n'a pas une boule de cristal pour savoir si on va avoir un jour ou pas en face de nous quelqu'un qui va tenir une arme de poing et nous tirer dessus. L'ensemble des polices municipales de France et des villes moyennes et grandes commencent à armer leurs policiers municipaux. C'est pas pour rien, c'est bien parce qu'il y a un danger et c'est bien parce qu'on est des policiers municipaux certes, mais on est des policiers sur la voie publique et l'armement est un outil supplémentaire de défense pour nous-mêmes et autrui. Du côté de la mairie, on fait bien le distinguo entre police nationale et police municipale. Les rues de Toulouse sont, comme toutes les rues de France et d'Europe, elles présentent des difficultés, mais le fait d'être armé n'est pas forcément la conséquence obligatoire. Sinon, finalement, on pourrait faire comme aux États-Unis. Pourquoi chaque citoyen ne serait pas armé? Je veux dire qu'à un moment donné, il faut poser la vraie question de la police municipale. Quelle est sa mission? Une fois qu'on a défini sa mission, en fonction de la mission, on pose le problème de l'armement. Demain est prévue une réunion entre les municipaux et le maire de Toulouse. Deuxième journée de mobilisation pour les conducteurs de bus, mobilisés à 80% selon les syndicats. Les deux dépôts de bus et celui du tramway ont été bloqués dès 5 h ce matin pour reprendre plus tard. Et ce en raison d'un conflit sur les revendications salariales du personnel de Tisséo. Car si la direction propose 1,6% d'augmentation salariale pour 2012, les syndicats dénoncent le plafonnement de la clause de sauvegarde qui permet normalement au salaire de compenser l'inflation. Les syndicats ont déposé un préavis de grève reconductible jusqu'à vendredi. Ils prévoient 1 heure de grève des agents à la prise de leur service. Le métro, en revanche, fonctionne normalement. Nouvelle journée de grève des enseignants de la section professionnelle du lycée Bellevue. Ils étaient une vingtaine ce matin à manifester devant le rectorat pour dénoncer la baisse des moyens alloués pour la rentrée prochaine. Ils réclament une vingtaine d'heures supplémentaires pour pouvoir dédoubler les cours en enseignement général et professionnel. Aucune délégation n'a été reçue aujourd'hui par le recteur. Deuxième journée de grève des contrôleurs aériens. Le service minimum a été assuré aujourd'hui à Toulouse-Blagnac. 4 contrôleurs ont régulé 8 avions par heure. Environ 30% des vols ont été annulés. Ce matin, les voyageurs prenaient leur mal en patience. Ça tombe toujours au moment de Pâques. Bon, voilà. No comment. On est un peu pris en otage, ça sert à rien de s'énerver. Partir sur Amsterdam, on va y passer 4 jours et donc là, le temps qu'on perd ici, on ne l'aura pas là-bas sur place. Je dois rentrer en urgence. J'espère avoir une solution le plus tôt possible. Il faut attendre jusqu'à 15 jours pour voir si le vol de 18 h aura lieu ou non. Sinon, je dois attendre pour demain. 80 à 90% des contrôleurs aériens de Toulouse-Blagnac sont en grève. Ils se battent contre un projet qui réduirait à terme de moitié les services d'approche en France. L'approche, c'est un contrôleur qui va contrôler une zone au-dessus de la tour de contrôle pour alimenter la tour de contrôle en avion. Donc ça peut se faire, ça se fait généralement sur l'aérodrome pour une meilleure sécurité, pour une meilleure connaissance de l'environnement. Ce que propose la DGAC, c'est de centraliser ces approches sur des grands terrains comme Bordeaux, Toulouse, Orly-Roissy. Faire ça à distance, ça ne peut que causer des problèmes et on l'a déjà vécu sur certains terrains où l'approche est faite à distance. En France, 200 contrôleurs seraient concernés par des regroupements et des changements de poste. La grève doit se terminer demain matin à 7 h. C'est une étape importante que le programme A350 s'apprête à franchir cette semaine. Avec la réception du tronçon central d'ici à vendredi, toutes les pièces nécessaires à l'assemblage du premier avion seront réunies dans l'usine dédiée à sa production à Colomiers. Il faudra alors plus de 3 mois pour les unir et obtenir ainsi le premier modèle depuis l'annonce du programme en 2005. Celui-ci sera réservé aux tests statiques visant à éprouver la résistance de l'appareil au sol. C'est l'étape incontournable avant l'assemblage du premier modèle destiné au vol d'essai.
La commercialisation de la 350 est prévue pour fin 2013. D'ici là, pas mal d'interrogations subsistent autour de la capacité d'Airbus à respecter ces délais. Car le futur bimoteur de 270 à 350 places est composé à 53% de matériaux composites. Un défi pour un avion civil de cette envergure et le cauchemar actuel de Boeing. Sur le 787 Dreamliner, qui compte la même proportion de ce matériau, le retard du programme dépasse les 3 ans et le surcoût se chiffre en dizaines de milliards de dollars. Il n'en reste pas moins qu'avant même son envol, la 350 profite d'ores et déjà de l'appel d'air du marché, avec plus de 500 commandes fermes enregistrées. Séquence nostalgie à la foire internationale de Toulouse. Babyfoot, Flipper, Jukebox et le légendaire Pac-Man se sont invités. Le vintage remis au goût du jour, un clin d'œil original de cette foire à ceux qui ont un jour été à la pointe de la technologie. On a deux types de clientèle, donc on a les nostalgiques qui viennent chercher ici des appareils sur lesquels ils jouaient quand ils avaient 15-16 ans. Et après on a aussi les parents qui veulent montrer à leurs enfants de 15-16 ans aujourd'hui ce que faisaient à leur époque, puisqu'ils n'avaient pas toutes ces consoles. Et c'est vrai que beaucoup d'enfants ne connaissent pas les flippers. Ce stand fait figure de véritable ovni au milieu de la modernité omniprésente sur l'ensemble de ce salon. Parents et enfants peuvent se retrouver sur le même terrain de jeu et passer ensemble au niveau supérieur. Céline Dion devant la justice toulousaine. L'audience avait lieu ce matin sans la star québécoise, représentée par son avocat toulousain. La chanteuse attaquait le tabloïd Ici Paris pour atteinte à la vie privée. Le différend remonte à septembre 2010. En cause, cette couverture. L'hebdomadaire y fait comprendre que la chanteuse, alors enceinte, pourrait perdre ses 2 bébés. Des propos faux et inacceptables, assure son avocat. On a dévoilé de manière fallacieuse de l'intimité de ma cliente, donnant des détails sur les soins qu'elle avait reçus. Elle a considéré que c'était quand même un peu excessif, ce d'autant que Hachette Filipaki n'a jamais cessé de la poursuivre. Et donc tous les procès que nous avons faits contre Hachette Filipaki ont été gagnés, mais ils se sont livrés à un véritable harcèlement à son égard. La chanteuse réclame 100 000 € de dommages et intérêts et la publication en une de la condamnation. Le délibéré aura lieu le 29 mai. L'ours des Pyrénées Cannelle, tué en 2004, fait son entrée au Muséum de Toulouse. Les premiers travaux de naturalisation ont commencé aujourd'hui. Ils doivent s'achever fin 2013. L'exposition Space Between Us présente les œuvres d'artistes venant de Russie, d'Ukraine, Kazakhstan, Grèce et France. Tous expriment à leur manière leurs idées, leurs rêves sur le thème de l'espace. En effet, c'est quelque chose qui nous touche, je pense, tous les participants qui nous touchent au cœur. C'était très agréable de travailler sur ce sujet-là parce que ça permet beaucoup de rêver, de partir un peu ailleurs, de penser d'autres mondes, de décoller complètement de la Terre. De faire quelque chose ensemble, c'est plus simple. Il y a une énergie collective qui dégage et les choses avancent plus vite. Au total, 12 artistes exposent à l'Audi Sud, l'occasion de découvrir la culture des pays de l'Europe de l'Est. Quand on dit le mot russe, il y a souvent pas mal de préjugés très bizarres et très limités qui sortent. Et on avait justement envie d'en parler un peu plus de nos cultures au sens large. Bâle et la culture, c'est une alliance indéfectible et ce depuis plusieurs siècles. La première collection publique d'art en Europe est née ici en 1661 avec les prémices de ce qui est aujourd'hui le Kunstmuseum qui dispose de plus de 3000 œuvres, essentiellement des tableaux. Les Bâlois sont d'ailleurs viscéralement attachés à cette culture. Dans les années 70, la ville s'apprêtait à se séparer de 2 tableaux de Picasso faute de moyens pour les acheter. C'est la mobilisation des habitants qui permit de réunir les fonds. Picasso, touché par cette solidarité, offrit 3 tableaux et un dessin à Bâle. Les galeries privées ne sont pas en reste, comme en témoigne la fondation Beyeler. Monet, Cézanne, Van Gogh, mais aussi de nombreuses œuvres contemporaines et expositions temporaires. Dans un autre style, les machines fantastiques du sculpteur bâlois Jean Tinguely. Du tableau en perpétuel renouvellement à la machine orchestre, ces objets animés sont tous nés de ferrailles de récupération. Enfin, en Allemagne, à moins d'une demi-heure de route, on trouve le siège de la société Vitra, temple de la chaise design. L'ensemble des bâtiments de la fabrique constitue un véritable pôle architectural. Enfin, une zone industrielle un peu différente.